Merci d'être présent pour ce troisième et dernier webinaire de notre série organisée dans le cadre du projet Plateau Bio. On aura un peu plus d'intervenants et d'intervenantes que sur les deux précédentes fois et je laisserai Maël du groupement d'agriculteurs bio de la Drôme présenter les intervenants et les intervenantes un petit peu après mon introduction très générale et j'en profite pour remercier Maël qui a organisé ce webinaire-là. Donc, pour le rappel, si vous avez assisté à l'un ou aux deux premiers webinaires, vous savez, c'est une série de webinaires organisés par le réseau de la FNAB et des groupements d'agriculture biologique, avec cette idée de pouvoir rapprocher l'amont agricole bio et les restaurants collectifs des établissements de santé et du médico-social. On sait qu'il y a beaucoup à faire pour atteindre la loi Egalim et l'idée, c'est de pouvoir travailler conjointement, main dans la main. Et sur les deux précédents rendez-vous, on s'était intéressé à comment mettre en œuvre un projet de transformation alimentaire dans son établissement et de voir différentes méthodes, différentes astuces, tant sur le gaspillage alimentaire, sur la substitution de produits carnés par des produits végétariens. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus concrètement à l'approvisionnement en produits biologiques. Et puis, je vais te laisser la parole, Maëlle, si tu le veux bien. Oui, alors du coup, je vais prendre d'abord un petit temps pour donner un peu de contexte sur l'agriculture biologique, bio et locale, et un peu faire quelques rappels sur les précédents webinaires parce qu'on est dans une démarche globale. Du coup, pardon. D'abord, quand on parle d'agriculture biologique, on parle d'une agriculture qui interdit les pesticides, engrais de synthèse, qui prend en compte le bien-être animal, respecte les cycles naturels et préserve le sol, mais aussi limite les additifs parce que on est sur des cahiers des charges qui concernent aussi les produits transformés. Donc on a vraiment des enjeux qui sont à la fois sur la préservation de l'environnement et des ressources et sur la santé. Enfin, on a notamment des enjeux sur la santé des agriculteurs, mais aussi des consommateurs par rapport à l'environnement ou directement la consommation. Oui, je veux bien que tu passes ensuite. Et nous, ce qu'on défend dans le réseau, c'est du coup une agriculture bio et locale. Déjà, il faut voir que l'agriculture biologique aujourd'hui, c'est une part non négligeable de l'agriculture française qu'on va retrouver dans tous les territoires et qui est diversifiée. Donc, on va trouver qu'à presque, enfin, je pense, tous les produits en agriculture biologique. C'est une force parce que on va avoir une diversité de nature de produits, mais aussi de conditionnement et d'acteurs, parce qu'on a les fermes bio, on a les plus de 60 000 fermes bio. Mais on a aussi d'autres acteurs qui sont des acteurs de distribution, de transformation. Ça, c'est vraiment une ressource pour vous parce que les établissements de restauration collective ont vraiment des fonctionnements différents les uns des autres et, euh, et du coup des problématiques différentes. Et on a une diversité d'acteurs bio qui vont mailler le territoire, qui vont vous permettre d'accéder à des produits bio pour vos établissements. En plus de ça, il y a aussi une réflexion sur le plaisir de l'alimentation. On a vu que nous, on prenait à cœur de travailler la question du plaisir avec la question de santé et environnement qu'on a pu vous présenter auparavant. De plus, on est sur des publics de convives qui sont souvent des publics qui ne choisissent pas leur repas et pour qui c'est une étape importante de la journée. Donc, cette diversité de produits permet de produire des menus qui sont goûteux, qui sont sains et équilibrés. Et pour certains, parler de parler de l'origine du produit, c'est aussi quelque chose de très valorisant et quelque chose qui peut ramener certains souvenirs, notamment quand on a des personnes âgées qui sont dans un EHPAD sur un territoire qu'ils connaissent. Ça peut être une source de plaisir en fait de pouvoir rattacher un produit à un territoire. Donc voilà, on défend aussi cet enjeu qui va plus loin que le simple soin par la prise alimentaire, mais qui est bien sûr sur le repas global. Ce que je vous propose, c'est que je vais m'arrêter là sur le contexte un peu agriculture biologique, mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser à la fin du webinaire. Voilà.
Et petit rappel avant de commencer également, donc euh, il y a aussi la loi Egalim qui est là pour imposer les 20% de bio dans la restauration collective. Donc ça concerne toutes les restaurations collectives et c'est en valeur d'achat hors taxe. Et il y a également une obligation à 50% de produits durables et 60% sur la viande et le poisson. On a aussi l'indication d'aller vers plus de produits bio dans le plan national nutrition santé, donc plan au niveau national. Donc voilà, c'est pour vous rappeler que bah oui, il y a quand même une reconnaissance de la bio dans les enjeux de santé publique. Ensuite, on est sur donc le secteur médico-social et de santé qui aujourd'hui est estimé à peu près à 4% de bio dans sa restauration. C'est en dessous des autres secteurs, mais Laisse le cadre réglementaire. c'est en dessous des autres secteurs, mais on est sur un secteur où aussi on connaît les contraintes que vous avez au quotidien. Beaucoup de freins enfin, beaucoup de freins techniques, organisationnels et budgétaires, hein. On sait que les budgets ne sont pas les mêmes que dans le scolaire. Du coup, il y a un travail global à faire qu'on a déjà pu voir sur d'autres établissements et qu'on va voir avec des nouveaux témoignages dans ce webinaire-là. Juste un peu pour faire déjà quelques clés de réussite, leviers budgétaires qu'on a déjà évoqués dans les précédents webinaires. On a vu l'importance d'avoir une dynamique collective, de pouvoir porter un projet d'établissement en fait où il n'y a pas une seule personne qui doit prendre en compte cette problématique-là. L'importance de communiquer, sensibiliser ses convives pour faire comprendre ce qu'on fait. Et ça, c'est valable vraiment sur les approvisionnements parce que il faut aussi signifier la différence entre l'approvisionnement qui était auparavant et les nouveaux approvisionnements. C'est plus valorisant pour la cuisine. Enfin, clairement, de montrer qu'on fait les choses bien. Il y a la question du fait maison qui va rentrer là-dedans aussi, l'origine des produits et le label de qualité qu'on va pouvoir mettre sur les produits. Donc, c'est aussi par une démarche pour valoriser l'établissement en lui-même. C'est quelque chose qui est plutôt important. Et une bonne communication, ça permet qu'un projet se fasse bien sans qu'il y ait des tensions. Donc c'est aussi, enfin, voilà, c'est un enjeu qu'il faut pas oublier et on l'a vu dans les précédents webinaires, notamment avec l'exemple de l'hôpital de Saint-Chély en fait, où la démarche de communication, elle était bien réfléchie dans la démarche globale d'amélioration des pratiques. Il y a également formé ces équipes en cuisine et en service pour qu'ils se sentent armés pour porter ces projets-là. Et enfin, le levier budgétaire, donc ça, on l'a vu dans le précédent webinaire, on a quand même un travail de réduction du gaspillage alimentaire qui va avec le travail d'approvisionnement. On peut pas vraiment les détacher. Et on a aussi un travail de végétalisation des assiettes. On a parlé de la cuisine alternative, hein, qui ne se limite pas à des plats végétariens, mais à une réduction de la viande et augmentation des protéines végétales. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment deux leviers intéressants qui peuvent s'appliquer de manière différente. Nous, donc, ce qu'on promouvoit, c'est vraiment le manger bio et local en EHPAD et en établissement de santé, d'ailleurs, j'aurais dû rajouter. Et pour nous, ça fait partie intégrante de la démarche de soins et aussi l'apport de plaisir pour les résidents. Ça se fait pas la démarche d'approvisionnement. On va pas vous proposer une solution toute faite parce que on a vu que les établissements, ils sont très différents. On a des établissements en gestion directe, des gros établissements avec une délégation, avec des groupements d'achat, avec des marchés publics. Ça, on va l'aborder ensuite dans les exemples, l'exemple du marché public. Donc, euh, donc, on préfère vous montrer les clés de réussite et les leviers qui ont été identifiés par les établissements et vous montrer des exemples concrets. Du coup, on va commencer avec notre premier exemple concret en sachant que c'est des démarches qui se font aussi sur un temps long et qui peuvent être plus ou moins poussées selon les établissements. Donc, on a essayé de vous montrer des cas différents. Et voilà, on va vous laisser avec la première présentation de l'EHPAD de la Tour de l'Âge d'Or. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans le processus de vos webinaires. Nous, on est un petit EHPAD. On est un petit EHPAD. Si on peut passer sur la slide suivante, on est une petite unité de vie.
J'aurais dû me présenter, excusez-moi, je suis Véronique Champoumier, je suis la directrice de cet EHPAD depuis maintenant 2 ans et demi. Et avant, bah, j'étais chargée de mission RHD au GAB du Gers, au GAB 32 pendant presque 10 ans. Et après, j'étais formatrice, diététicienne formatrice en restauration alimentaire durable. Donc, c'est un sujet que je connais bien pour avoir accompagné plein d'établissements. Et puis, il y a 2 ans et demi, quand j'ai pris la direction de cet EHPAD, donc c'est un petit EHPAD, on ne peut pas accueillir plus de 25 résidents. Aujourd'hui, notre capacité d'accueil, nous, elle est de 20 résidents. On a 14 salariés et une autre notion qui est importante à savoir, c'est qu'on est en milieu vraiment, on est vraiment dans l'ultra-ruralité. On habite un joli petit village, pour pas dire le plus beau village de France, à Terme d'Armagnac, avec une jolie tour médiévale. On est moins de 200 habitants. Et sur ce territoire, il y a depuis à peu près 20 ans cette EHPAD, la Tour de l'Âge d'Or. Voilà pour la présentation de la structure. Alors, moi, quand je suis arrivée, bah, vous pensez bien qu'en tant que diététicienne, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est les repas. C'était des repas, alors non seulement qui coûtaient cher, on était à plus de 12 euros par jour par résident pour avoir des repas qui n'étaient pas bons, qui étaient purement industriels, hein. J'aurais ouvert un pack de soupe acheté dans le commerce. En fait, des fois, on nous envoyait même les packs de soupe, hein, pour vous dire, stérilisés là, au Knorr, pour pas les nommer. On avait des problèmes de fraîcheur, des problèmes de saisonnalité. On avait des tomates en hiver. Et puis, on pouvait avoir jusqu'à 5 ou 6 fois des carottes ou des pâtes dans la semaine. On avait une autre difficulté, pour vous expliquer un petit peu hein, comment on en est venu là, c'est qu'on a quelques personnes en texture modifiée, on n'en a que 3, mais quand même, elles ont droit aussi à se faire plaisir en mangeant. Et ben, en fait, c'était la cuisine centrale qui nous livrait les repas. Elle nous, Elle achetait ses repas et en fait, il y avait que 3 plats et ils tournaient tous les 3 jours autour de ces 3 variétés de plats. Donc, vous pensez bien que même si j'étais pas diététicienne, si j'avais pas été diététicienne, j'aurais fait, enfin, ça aurait été pareil, hein. Ça fait mal au cœur, c'est nos aînés, ils méritent pas ça. Il faut prendre soin de nos aînés. Bientôt, ça sera nous aussi. Donc, il y avait comme pour conséquence, ben, des pertes de poids. On entendait les mouches voler à table. On avait des résidents qui ne voulaient même pas venir à table, qui mettaient du pain dans leur poche, qui repoussaient l'assiette systématiquement, qui étaient du coup de mauvaise humeur. Et quand on est de mauvaise humeur, et ben du coup, on a du mal à accepter les soins, on a du mal à accepter enfin, son vieillissement, sa perte d'autonomie. Donc, et puis on avait une équipe aussi, hein, faut pas se mentir. Ben moi j'ai une personne dans l'équipe qui m'a dit, moi honnêtement j'ai honte de servir ces repas-là. Voilà. Donc c'était pas, voilà, et comme c'est un plaisir qui revient quand même ici 3 à 4 fois par jour en EHPAD, bah autant vous dire que c'était pas joyeux. Donc, du coup, on a prévu d'internaliser nos repas. Alors, moi, je suis arrivée en mai 2023. Le projet, on s'est vraiment mis autour d'une table pour réfléchir en janvier et on a abouti, on a servi nos premiers repas bio et locaux et faits maison à partir d'octobre. On est allé très très vite parce que ni mon président ni moi avons une vraie patience. Donc, il fallait que ça aille vite. Et puis, je connaissais bien mon sujet, donc ça nous a permis bien sûr, de sauter quelques étapes. La première étape qui a vraiment été importante et que je pourrais donner, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est celle de définir son projet. Je l'ai même vu, moi, dans ce projet, dans la réalisation de ce projet. Il faut vraiment expliquer aux gens qu'est-ce que le fait maison, là d'où on part et surtout là où on va aller, qu'est-ce que notre définition du local, pour qu'on ait tous les mêmes attentes et qu'on aille tous dans j'ai envie de dire, le même train. Ensuite, si on peut passer
Voilà, on a fait un diagnostic, hein, mais ça, j'ai envie de dire, s'il y a des chargés de mission RHD qui nous écoutent, enfin, des accompagnateurs de ces missions-là, on prend une photo. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est dans nos pratiques? Où est-ce qu'on en est au niveau de nos achats? Où est-ce qu'on en est au niveau de la dénutrition? Où est-ce qu'on en est au niveau du plaisir? On prend une photo de tout, du gaspillage alimentaire, pour dire, bah, voilà d'où on part, et voilà, et pour avoir des indicateurs et pouvoir évaluer son projet, on va dire l'amélioration des repas pour le résident. Ensuite, il faut s'entourer de partenaires, pardon. Alors bien sûr, il y a la recherche des partenaires. Nous, on a pu être financés dans notre projet à la hauteur de 80, un peu plus de 80%. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des fonctionnements d'installation et d'investissement. C'est pas du tout un apport ou des subventions financières pour l'aide au repas, pour l'achat des coûts denrées. Pas du tout. C'est vraiment sur les machines, sur les travaux, les choses comme ça. Il est important d'avoir des partenaires humains aussi, c'est-à-dire des gens qui vont nous donner un coup de main, qui vont faire parler du projet aussi, nos partenaires institutionnels, hein, qui nous, enfin, pour ma part, sont l'ARS et le département du Gers, parce que c'est une vraie, ils vont pouvoir nous valoriser, et puis il y a une vraie légitimité à aller chercher auprès de ces partenaires. Et ensuite, les partenaires, enfin, j'ai envie de dire pas les plus importants parce qu'il n'y a pas de classement, mais qui sont vraiment, qui vont vraiment faire le déroulé du projet, surtout sur la mise en place, c'est nos producteurs. Donc, avec un gros travail de sourcing. Alors, moi, j'avais la chance de connaître mon territoire, mais si quelqu'un se lancerait dans ce projet, je dirais allez visiter des fermes, que ce soit avec les résidents, enfin, avec vos convives, avec vos salariés. Il faut aller visiter des fermes, il faut rencontrer les gens. Et le contact humain, alors on est sur une visio, j'ai bon dos de dire ça, mais le contact humain, il y a rien pour remplacer ça. Et donc le sourcing est vraiment une étape importante. Et ensuite de partager notre projet, de leur dire voilà nos valeurs, voilà ce qu'on veut faire avec vous. À chaque fois qu'il y avait une réunion, un petit peu une sorte de réunion de chantier ou de communication, on a toujours invité des producteurs pour leur montrer que bah, sans eux, franchement, on ne serait pas allé bien loin, hein. Puis et c'est encore réel aujourd'hui. Et puis de rencontrer les producteurs, bah, ça permet de repérer des freins. Tiens, par exemple, moi j'ai la productrice bah, on a plusieurs producteurs de maraîchage, de légumes, et elle m'a dit, mais moi, te livrer 10, alors parce que c'est bien beau, vous allez me dire, c'est un petit EHPAD, c'est facile. Non, c'est pas plus facile. Pour des raisons économiques et pour des raisons de logistique. Parce que se faire livrer 10 salades par semaine, ça les arrange pas. Alors nous, encore aujourd'hui, on réfléchit, hein, on s'organise et on a créé la cabane des producteurs. Donc c'est une cabane qu'on a mis à côté de la cuisine où il y a une chambre froide, des étagères et les producteurs, ben, ils viennent livrer quand ça les arrange, ils sont pas obligés de s'arrêter, c'est toujours sympa. Ils aiment bien venir prendre un café et puis de rencontrer nos résidents parce que ça fait l'ouverture de l'EHPAD aussi sur l'extérieur. Mais voilà, s'ils viennent un petit peu tard le soir, bah, ils savent qu'il y aura un endroit pour accueillir leurs marchandises. C'est pas du tout un souci. Ensuite, si on peut passer. Alors, ça, c'est le financement du projet. C'était pour vous montrer hein, qu'on est allé chercher des subventions dans le privé, à l'État aussi, bien sûr notre mairie. Et puis après, on a répondu à plein d'appels à projets qui permettent de compléter ce financement. Une étape très importante du projet, c'est le recrutement. Alors peut-être que vous avez déjà une équipe de cuisine, mais il y a une autre façon de les fédérer au problème. C'est, alors, moi je mettais clairement, je demandais toujours, c'est quoi pour vous le fait maison, c'est quoi le local, Euh, voilà, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Parce qu'un cuisinier qui va faire du 100% fait maison, qui va faire du bio et qui va faire du local, alors il va du coup
il va pas arrêter, hein. C'est un travail de fou, c'est une fiche de poste, bah, il y a plus de nettoyage, il y a plus de découpe, il y a plus de tout ça, il y a plus de réception aussi de marchandises. Et puis, il va falloir qu'il soit créatif. Parce que moi, je lui ai construit un plan alimentaire, mais j'ai pas mis potage de carottes, par exemple. J'ai mis potage de légumes. Et le vendredi, on appelle les producteurs et on sait qu'on doit avoir un volume. En fait, on fonctionne en volume de viande, en volume de poisson, en volume de céréales, en volume de légumes. Et je vois avec mes différents producteurs en disant, bah voilà, moi, il faut là que tu me livres, par exemple, 20 kilos de légumes ou 20 kilos de fruits. Et après, le cuisinier, il adapte ses menus en fonction de ce que offre le producteur, sa disponibilité. C'est pas nous qui disons ce qu'on va manger, c'est les producteurs qui disaient, bah voilà, en fonction de la saisonnalité, en fonction des conditions climatiques, en fonction de ma production, moi, je peux t'offrir, je peux te donner ça, te vendre ça. Donc ça, c'est quand même un vrai travail de cuisinier. Donc il faut qu'il ait le sens de l'organisation, il faut qu'il ait la créativité, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le gaspillage alimentaire, bien entendu. Donc il y a tout ça. Et puis, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais il faut une vraie formation. Mais moi, j'ai envie de dire, la pièce maîtresse de notre projet, ça a été la formation. Alors nous, on a choisi la SKIC Noël L'Avenir. Pourquoi? Parce que c'était un accompagnement global. Ça veut dire que pendant 3 jours, l'ensemble des salariés a été convié, du veilleur de nuit à l'animatrice, à l'aide-soignante, tout, même moi j'y ai participé, voilà, et explique pourquoi, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, quelles sont les conséquences sur notre santé, sur notre morale, puis les conséquences aussi territoriales, et puis du coup, ben, comment on pourrait faire autrement, l'explication de l'alimentation durable, du coup peut-être on équilibre, on explique l'équilibre entre les protéines végétales et protéines animales. On passe 3 jours plus une semaine en immersion où les formateurs de la SKIC Noël à l'avenir viennent dans l'établissement. Ils sont complètement avec le cuisinier sur une semaine. Ils travaillent avec lui. On travaille aussi sur le service, on travaille sur la communication. C'est vraiment très global. Et moi, honnêtement, hein, s'il n'y avait pas eu cette formation, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si on n'a pas loupé du coup une petite slide juste avant. Voilà. Ce qui est important aussi, bien sûr, c'est les travaux, bien sûr, l'agencement de la cuisine et l'équipement. On ne peut pas faire du 100% maison. On ne peut pas être très proche d'un coût, on va dire, maîtrisé si on n'a pas de matériel de cuisson, si on n'a pas une cellule de refroidissement. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Moi, alors, bien sûr, j'ai un réseau de connaissances de cuisiniers. J'ai passé des heures au téléphone avec eux. Ils sont venus aussi visiter. Il faut vraiment adapter son matériel. Plus vous allez investir dans du matériel, j'ai envie de dire, plus on va pouvoir réduire le coût du repas et ça va être facile pour le cuisinier, va pouvoir aussi gagner du temps. Voilà, donc on peut sauter du coup, voilà, la réunion enfin, les formations. On peut sauter aussi, excusez-moi, je les avais. Alors, et puis une autre étape importante, bah, c'est le premier jour, hein, le premier jour où on déguste les repas. Faut en faire un jour de fête, faut que ça soit marquant, aussi bien pour nos résidents, pour nous, pour le personnel, que pour les familles, nous on est associatif, donc pour les membres du CA aussi. Il faut qu'il y ait un vrai clivage entre avant et après projet, ce qui permet encore une fois de faire cohésion. L'inauguration, c'est du même registre. Il faut fêter ça, il faut que tout le monde participe. Et c'est important. En plus, voilà, hein, ça souligne un peu la reconnaissance de plein d'efforts. Donc, c'est important de valoriser nos équipes par rapport à ça. Ensuite, la communication, elle est très importante parce que ben déjà ça valorise nos équipes, ça valorise nos établissements. Nous, dans le Gers, nos petits établissements, ils sont pas forcément bien vus, donc ça a remédié à ça. Et puis, ça valorise l'équipe, ça attire et ça fidélise des salariés. Moi, je reçois 5 à 6 candidatures spontanées d'aides-soignants ou d'ASH ou même de cuisiniers encore pour pouvoir venir travailler
travailler dans notre structure. Alors, du fait aussi de sa petite taille, hein, on est vraiment une structure familiale, mais aussi parce que le projet a fait beaucoup parler de lui. Donc voilà, il faut, je pense, communiquer. Et puis pour s'aimer, hein, pour partager, moi je tiens à ce qu'on soit beaucoup, beaucoup dans ce cas-là dans quelques années, ou voire dans quelques mois, pour qu'on s'échange nos trucs et astuces et que voilà, qu'on travaille qu'on échange sur ce sujet. Donc enfin, on va voir le bilan. Alors, on va passer du coup le bilan dans l'assiette. Hein, ben, vous l'avez compris, on a 100% de produits d'assiettes qui sont réalisés menus faits maison. On n'a que des produits de saison. On est à 87% de bio aujourd'hui, 86 ici du circuit court, donc moins de 50 km à la ronde. On travaille avec 12 producteurs et un petit magasin qui nous sert un petit peu de plateforme quand on ne trouve pas des choses chez nos producteurs et que, voilà, comme les mangues, les choses comme ça qui sont de saison en ce moment. Bien sûr, on n'a aucun additif, aucune tomate en hiver. Ça c'est c'était un petit peu mon indicateur quand j'allais dans d'autres restaurants. Et puis, bien sûr, on utilise très peu de plastique, mais surtout, ben, on a retrouvé le goût et puis le sourire quand on est à table tous ensemble. Donc, et puis il y a un bilan territorial, hein, ici, aujourd'hui, vous parlez des approvisionnements. C'est quand même 65 000 euros de budget alimentaire. C'est 65 000 euros qui restent sur le territoire. Et on a créé un emploi. Donc, tout ça, c'est pas rien. À l'échelle d'une petite commune de 200 habitants, hein. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire ailleurs. Ensuite, un petit bilan pour les résidents quand même, parce que ben, je crois qu'ils ont retrouvé tous le sourire. Vous parliez tout à l'heure d'être acteur de son assiette. Ben, aujourd'hui, ils vont voir le cuisinier en disant, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de riz au lait. On fait plein d'ateliers autour, bien sûr, de l'alimentation. Il y a l'épluchage des légumes, on fait les compotes nous-mêmes. Donc, ils participent, bien sûr, à la confection des menus que sur des aliments qui peuvent cuire derrière pour des raisons d'hygiène, vous vous en doutez bien. Mais en tout cas, bah, du coup, bah, quand on épluche des légumes en famille, c'est comme quand on essuie la vaisselle, bah, on discute, on raconte sa vie, on fait travailler sa mémoire. Puis quand j'épluche la pomme de terre, eh ben, je fais travailler le geste fin, je raconte comment c'était, ce que je faisais avec la pomme de terre quand j'étais chez moi. Et puis, du coup, voilà, ça, on s'est rendu compte que Madeleine, eh ben, elle avait une dextérité pour couper les courgettes. Et voilà, enfin, du coup, ça les valorise aussi, hein. Ils retrouvent vraiment, puis ça sent bon le matin, quoi, donc ça les met en appétit. Et du coup, ben, on vient plus les chercher. Ils sont dès 11 heures, ils sont en salle de restaurant. Ils se sont mis à mettre la table eux-mêmes, à dire on aimerait des bouquets, on aimerait faire ci. Ils se sont vraiment emparés de la question du repas. Et ça, rien que pour ça, c'est juste magique. Ensuite, le bilan sanitaire, du coup, il y a eu augmentation des prix alimentaires, donc augmentation de poids. Ils ont tous à peu près pris 2,5% du poids de leur corps, ce qui, quand on vieillit, hein, pas comme quand on a 20, 30 ou 40 ou 50 ans, est plutôt bien parce que ça préserve une bonne santé, ça lutte contre la dénutrition, bien sûr, la plupart du temps, et puis bah, ça prévient les chutes aussi. Il vaut mieux avoir 5-6 kilos de trop quand on prend de l'âge que d'être que de pas avoir allez, de graisse autour des os. On a supprimé au bout de 3 semaines, on a supprimé tout traitement laxatif. Et ça, c'est une vraie estime pour eux parce que c'est une vraie dignité retrouvée, si je oui, c'est ça, une vraie dignité retrouvée. Parce que vous savez, quand on prend un traitement laxatif, on a mal au cœur, on est barbouillé, du coup, on n'a pas faim, du coup, on est de mauvaise humeur, du coup, j'ai froid, l'aide-soignante qui me dit il faut aller prendre une douche, ou j'accepte plus ma perte d'autonomie et je suis moins ronchon, quoi, si je peux dire. Et du coup, on a vraiment amélioré l'état de santé général de nos résidents. Ensuite, le bilan financier. Alors, nos repas, je vous disais, ils nous coûtaient voilà, 12 euros par jour. Avant, c'était 11,63 € Et encore, je ne compte pas tout le temps que passait le personnel à régler les litiges, et Dieu sait qu'il y en avait. Je ne peux pas estimer aussi cette part que l'alimentation bio fait sur la santé. Déjà, ça serait invasif pour eux de faire des prises de sang et tout ça, des relevés biologiques. Mais en plus, il y a des choses qui sont malheureusement pas quantifiables. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en achetant
87% de produits bio et en embauchant une cuisinière et avec mon investissement, bah, je gagne 1,50 € par jour et par résident. Et la qualité et le plaisir dans l'assiette sont pas comparables. Donc, ça coûte moins cher. Alors, quelques astuces pour faire des économies. Bien sûr, le fait maison. Il y a pas photo. On n'utilise aucun fond de sauce industriel, que des denrées brutes. On fait des menus imbriqués. Par exemple, le dimanche, il y a le poulet, quand c'est des poulets entiers. Et ben, le lendemain, il va prendre sa carcasse, il va faire des bouillons, et puis le cuisinier, il va dépioter toute la carcasse et il va en faire des galettes le lendemain avec des pommes de terre, un peu de lentilles corail. Enfin, je ne connais pas la recette par cœur, mais voilà, on va vraiment se servir d'un aliment. Quand il épluche des carottes, des poireaux, ben, il récupère les bouts de carottes, certaines épluchures, et il en fait un bouillon et puis il fait du vermicelle avec comme soupe. Voilà, ces choses comme ça. On équilibre bien sûr l'équilibre entre protéines animales et protéines végétales. On fait des cuissons de nuit qui permettent, on a un compteur jour-nuit au niveau électrique, donc ça nous fait faire des petites économies. Mais c'est surtout que le cuisinier, il arrive le matin, bah, son plat est fait. Et du coup, il peut passer du temps sur l'entrée, sur le dessert ou sur d'autres choses. Voilà, enfin, il y a plein de choses que vous connaissez sûrement, hein. Et puis on a fait attention à toutes ces petites, économies. Moi, je me suis aperçue qu'on dépensait entre 200 et 350 € de sopalin, enfin, vous savez, des serviettes jetables par mois. C'est juste pas possible. Donc du coup, on a commandé des petits carrés éponges et puis, ben, on les recycle. En plus, ça complète les machines parce qu'elles étaient jamais pleines. Donc, voilà, c'est plein de petites économies bout à bout qui font qu'aujourd'hui, on a un coût de revient alimentaire, de la journée alimentaire qui est en dessous de celle d'avant. Ensuite, ben, le bilan pour les équipes, il a été que positif. Alors surtout que je vous ai pas dit quand moi je suis arrivée, mais c'était des équipes, il y avait que des CDD, ça, il y avait un turnover excusez-moi, mais de folie, quoi. Donc le fait de partager ce projet et puis de les faire participer aux formations, même en cuisine. On réfléchissait le matin, on cuisinait l'après-midi ou inversement. On a échangé des recettes. On parle beaucoup entre nous de repas à la maison et bah, elles ont changé leur comportement alimentaire. Elles ont emmené ces petits changements dans leur famille. Moi, j'avais ma référente logistique qui mangeait que des pommes de terre le midi et des pâtes le soir. Aujourd'hui, elle mange de tout et quand au bout de 15 jours, elle est venue me dire j'ai fait une garbure. Alors, une garbure, c'est un plat gersois avec du chou vert, plein des haricots lingots et tout ça. Je me suis dit, OK, super, bah, on coche encore une case, on a touché quelqu'un et voilà. Donc, après, la difficulté hein, de ce projet, bah, c'est que tous les jours, on essaye de trouver des solutions. Par exemple, bah, le pain, il y a un couteau, il est très difficile à couper, donc on essaye de trouver quelque chose pour couper ce bon pain campagnard qu'on a. Mais voilà, ça après, on n'est pas encore équipé là-dessus. Voilà. Et puis, bien sûr, si là, j'insisterai pas, c'est surtout un bilan institutionnel et partenarial. On est reconnu. Alors, c'est pas pour le plaisir de dire qu'on est le premier EHPAD de France à faire ça. Non, c'est juste que moi, je suis fière parce que déjà, on a donné beaucoup, on donne beaucoup de plaisir à nos résidents. Les familles valorisent beaucoup les équipes à travers ce projet. Donc, mon équipe, elle est valorisée. Et Dieu sait qu'elles en ont besoin parce que c'est vraiment des profils qui sont pas reconnus. Et puis, du coup, ça fait du bien de travailler dans une association qui a parlé d'elle. Voilà. Juste alors après, je crois que c'est la conclusion, il me semble. Alors non, je voulais insister aussi, mais il y aura peut-être des questions dans ce sens. Tout le monde me dit, mais c'est parce que c'est un petit établissement. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bah, pas forcément. Parce que nous, du coup, alors, OK, la communication est plus fluide. On a pu se permettre de mettre le projet en place en 10 mois. Il y a une souplesse organisationnelle. Par contre, au niveau de la rentabilité du prix, du coût de revient de denrées alimentaires, on ne pourra jamais descendre en dessous d'un seuil comme c'est possible dans un plus grand établissement. Euh,
on a des investissements qui sont beaucoup plus lourds à absorber. Voilà. Et puis nos résultats, ils sont peu généralisables parce que sur peu de résidents. Donc, je pense qu'il faut vraiment, il y a des freins et des leviers pour les petits et pour les moyens ou plus grands. Je pense qu'il y a une certaine taille où ce genre de projet n'est plus possible. Mais après, ça dépend comme ce qu'on défend, hein, bien sûr, comme projet alimentaire. Mais j'ai envie de dire petite structure, agilité, proximité. Et pour les plus grandes structures, c'est ben, bien sûr, il y a plus de ressources financières, humaines, et du coup, il y a un impact qui est plus large. Et tout à l'heure, alors il y a un petit film qu'on pourra envoyer si vous voulez. Euh, Tout à l'heure, vous parliez de raccrocher des résidents ou enfin des convives à leur territoire. L'autre jour, il y a 15 jours, Eliette, une de nos résidentes, elle me dit, mais il vient d'où le pain? Alors je lui dis, bah vous savez, Eliette, il vient de la ferme des Barottes. Et là, je vois elle a un grand sourire, elle s'illumine, elle dit, c'est moi qui leur ai vendu ma maison. C'était ma ferme avant. Voilà, moi j'ai tout dit, je dis on a coché toutes les cases. En tout cas, on est très content et surtout on veut partager parce que bah, plus on sera nombreux, plus on pourra prouver que c'est possible et plus on trouvera des choses à échanger et on se sentira beaucoup moins seul. Mm. Merci beaucoup. Merci. Euh, Il il y a beaucoup de personnes qui vous remercient pour votre Ah, témoignage. merci. C'est Euh, sympa, merci. Peut-être, est-ce que vous pouvez rester avec nous jusqu'à Oui, 15h30? Ok, il super. n'y a pas de Bah, peut-être souci, qu'on ouais. pourra prendre des questions alors plus tard pour qu'il y a des intervenants qui ont un peu moins de temps après, qui vont attendre si on fait trop de questions-réponses, mais on peut continuer. Du coup, le prochain témoignage, c'est la plateforme Agricourt qui fait partie du réseau Manger Bio, qui est plutôt un outil pour s'approvisionner en bio et local, notamment pour peut-être des structures plus grandes qui veulent se faciliter aussi la gestion. Donc, je vais laisser Rachel présenter sa structure. Bonjour. Merci du coup à la FNAB et Agribiodrome pour l'invitation, puis pour l'organisation de ces webinaires. Et merci Véronique pour le témoignage. C'est toujours super chouette d'entendre des belles initiatives comme ça fait chaud au cœur. Moi, du coup, je suis chargée de développement chez Agricourt, qui est une plateforme de produits bio et locaux. Et on fait partie d'un réseau national qui s'appelle le réseau Manger Bio. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est un réseau qui se situe en France. Du coup, il y a 22 plateformes qui font partie de ce réseau. Je pense que si tu avances la slide, il y a une partie qui s'affiche pas. Bon, c'est pas grave, tu peux revenir en arrière avec la carte du réseau. J'ai une petite slide ici. Donc, vous pouvez retrouver sur le site du réseau Manger Bio la plateforme la plus proche de chez vous. Généralement, elle couvre plusieurs départements. Donc, ce réseau, il existe depuis plus de 15 ans maintenant. Il y a plus de 1300 producteurs, il y a 4000 sites concernés, c'est 14 000 tonnes de produits bio et locaux consommés, 56 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et c'est en progression parce qu'il y a beaucoup de demandes sur les produits bio et locaux. Donc, ce réseau, l'idée, c'est vraiment de structurer ensemble nos plateformes de producteurs bio et locaux. On est en SIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est des structures non lucratives ou à lucrativité limitée, disons, et coopératives. Donc, c'est un réseau qui est structuré sur le territoire. C'est des plateformes 100% bio. 85% du chiffre d'affaires est réalisé en restauration collective, donc c'est vraiment le cœur de métier des plateformes. Il y a aussi de la restauration commerciale et un peu de revendeurs type magasin. C'est 28 millions de repas par an. Il y a plus de 40% des produits qui sont distribués qui sont locaux et c'est dans toutes les familles de produits. On propose fruits et légumes, produits carnés, produits laitiers, épiceries. Il y a une gamme d'épiceries complémentaires en bio, donc c'est des produits qui seront pas forcément ultra locaux, qui peuvent être régionaux ou nationaux, type des pâtes, de l'huile, du riz, des boîtes, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que les établissements qui faisaient appel à nos structures venaient chez nous pour le bio local, mais aussi finalement pour le bio. Ça leur permettait d'avoir un seul interlocuteur en fait pour le bio et de mutualiser les commandes comme ça.
On est spécialiste des circuits courts, ça permet de répondre à la loi Egalim, et on est des structures de l'ESS, donc toutes nos plateformes sont soit des associations, soit des SIC, donc vraiment des outils du territoire à but non lucratif. Je vais passer là. Donc l'idée de ces plateformes de producteurs, c'est vraiment de faciliter le lien opérationnel et concret entre la restauration et les producteurs bio et locaux. En fait, on s'est rendu compte que un producteur qui livre 2 caisses de salade à 50 établissements, c'est pas toujours possible et c'est pas toujours cohérent. On est dans une certaine limite. Économiquement forcément, écologiquement aussi, ça fait beaucoup de camions sur les routes. Et puis au niveau du temps, quoi, généralement il manque de temps. Donc là, c'est l'idée que le producteur livre une palette de salade finalement à une plateforme, et qu'ensuite la restauration collective, on leur livre des palettes multiproduits avec de la salade, mais aussi des produits laitiers, de la viande, etc. Et inversement, vous, chef de cuisine ou gérant, c'est compliqué de faire appel à 50 producteurs différents en direct, gérer toute la saisonnalité, les aléas climatiques, Michel qui oublie de livrer, les contraintes sanitaires, de conditionnement, etc. Donc voilà, l'idée c'est aussi de simplifier pour vous ces approvisionnements biolocaux et que vous ayez qu'un seul interlocuteur qui soit professionnel. Donc ça va vraiment fonctionner comme un grossiste. On n'aime pas trop ce mot parce qu'on fonctionne pas de la même façon, mais on est vraiment comme des grossistes biolocaux. Donc avec un seul contact. Il y a aussi une notion de sécurisation de l'approvisionnement et de planification avec les producteurs, mais ça je reparlerai après. Il y a une garantie bien sûr de traçabilité des produits du producteur jusqu'au lieu de livraison. Et on a également cette capacité administrative pour les producteurs de réponse au marché public. Parce que c'est compliqué pour des producteurs de répondre en direct à des marchés publics, et aussi tout ce qui est système de référencement pour dans les sociétés de restauration quand la restauration est concédée. Donc voilà, on fait vraiment cet intermédiaire logistique et administratif pour les producteurs et pour les cuisines. Donc on a des engagements forts pour les producteurs et pour les transformateurs qui sont vraiment au cœur en fait de nos plateformes. Ils sont membres de nos conseils d'administration, donc en fait c'est souvent les producteurs qui gouvernent les plateformes. L'idée c'est vraiment de planifier, de sécuriser les volumes avec eux, garantir des prix payés et qui soient justement rémunérateurs. Et ça c'est vraiment une notion importante pour nos structures. Il y a certaines structures qui ont des labels, type label équitable. Il y a une expertise dédiée au développement de la bio, vraiment de l'amont à l'aval, donc de structuration de filière des appros, toute la logistique, la traça et la commercialisation. Et on intervient parfois dans les PAT, on est en lien avec les collectivités territoriales pour vraiment structurer, participer en tout cas à la structuration des filières agricoles, en partant des besoins des établissements, de ce qui est capable de fournir le territoire, et vraiment de faire l'articulation entre tout ça et de le pérenniser. Il y a aussi une expertise qu'on apporte aux producteurs et pour s'adapter à vos besoins en fait en restauration collective, d'apprendre quels sont les bons conditionnements, les notions de calibre, de qualité, de traçabilité, cette partie-là. Du coup, pour parler un peu plus d'Agricourt, nous on est la plateforme bio de Drôme-Ardèche. Donc c'est plutôt un petit territoire. Nous on est 9 salariés. On est sous forme d'association. Il y a 13 membres dans notre conseil d'administration, donc c'est des producteurs, des salariés, des chefs de cuisine, des citoyens engagés. On fait un chiffre d'affaires de 2,5 millions €. Ça fait 15 ans qu'on existe, et au départ, Agricourt, c'était vraiment des parents d'élèves qui voulaient que leurs enfants mangent mieux dans les cantines. Donc c'est eux qui ont créé l'asso, et ils allaient chercher en voiture avec leur Twingo les produits chez les producteurs, ils les stockaient dans leur garage et puis ensuite ils relivraient les cantines de leurs enfants. Donc ça a vraiment démarré comme ça, et ça s'est professionnalisé il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui on travaille avec plus de 100 producteurs, on livre plus de 200 cuisines. On a 500 produits biolocaux et plus de 1000 produits bio, donc c'est quand même des gros catalogues. L'idée c'est vraiment que vous ayez un large choix pour pouvoir mutualiser les commandes et faire des livraisons multi-produits. On est pionnier sur le label équitable pour les produits locaux en tant que plateforme. Avec Biopartenaires, on a mené un projet, et ça fait 2 ans qu'on a plus de 100 produits qui sont labellisés équitables, mais pas la banane ou le café comme on a l'habitude de voir sur 10 circuits longs, vraiment sur les produits ultra locaux. Donc sur de la carotte, de la salade, des produits laitiers, de la farine.
Et l'idée, c'était vraiment de certifier en fait ce qu'on faisait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire une planification sur plusieurs années, garantir des revenus aux producteurs, échanger avec eux sur leur coût de revient réel. Et en fait, tout le monde dit qu'ils rémunèrent bien les producteurs. Même dans la grande distribution, ils disent qu'ils rémunèrent bien les producteurs, mais c'est pas toujours le cas. Et comment on le prouve? Ça, le label permet de le prouver. Et c'est aussi un label qui compte pour Egalim. Donc voilà, ça fait une double valorisation. Au niveau de notre activité, on travaille, comme vous pouvez le voir sur le graphique, beaucoup avec le scolaire, c'est 70% de notre chiffre d'affaires actuellement, de la crèche jusqu'à la formation supérieure, de la restauration d'entreprise, du tourisme type centre d'accueil, camp scout, voilà, pas mal d'établissements du tourisme. Et le médico-social, aujourd'hui, c'est 9%. C'est un secteur qui est en progression et qu'on aimerait vraiment développer parce que ça a beaucoup de sens pour tout le monde, en fait, au niveau de notre asso, pour les producteurs aussi. On livre actuellement une dizaine d'établissements, cuisine centrale, EHPAD, centre hospitalier, la maison départementale de l'enfance, ESAT et IME. Et bon, on sait que c'est pas facile de livrer des produits biolocaux en restauration médico-sociale pour les freins que tu évoquais, Maëlle, de budget, de moyens. Mais on pense que c'est possible en se posant vraiment avec les établissements, ceux avec qui on a réussi. On a vraiment pris le temps de dire bon, ok, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez vous au niveau de vos achats, de vos appros, où est-ce que vous avez un peu de marge de manœuvre et qu'est-ce qu'on arrive à identifier ensemble comme piste de développement en y allant pas à pas et en développant vraiment une offre sur mesure parce qu'on a cette capacité-là dans nos petites structures d'être super flexible et réactif et d'aller vraiment chercher des produits pour vous. Si vous identifiez des producteurs autour de chez vous mais qui n'ont pas la capacité de vous livrer, nous, on peut organiser cette logistique-là et même développer des produits spécialement pour vos cuisines. Du coup, dans les leviers qu'on a identifiés qui fonctionnent avec les établissements qu'on livre aujourd'hui, il y a des conditionnements en vrac, par exemple. On a du fromage blanc en seau de 5 kilos bio local qui est moins cher en fait que des fromages blancs bio en seau nationaux. En fait, on est super bien placé en prix. Il est super bon, il est bio local. Donc voilà, quand on arrive à faire évidemment à servir du vrac, ça demande un peu d'organisation, mais c'est vraiment plus économique que du pot individuel et en plus, il y a moins de plastique. Les produits valorisables aussi, du type, là, on a des yaourts individuels en pot où c'est une ferme d'un lycée agricole qui le produit et il y a vraiment le nom du producteur, une petite image sur le pot. Donc, c'est très visuel. Donc, tout de suite, les convives savent que c'est un yaourt artisanal et local et bio. Pareil pour la direction de vos établissements, les équipes, en fait, ça se voit tout de suite. Et ça, du coup, tout de suite, ça marque le coup. Et il y a des produits aussi avec une grosse différence de qualité. On nous parle souvent des fruits où il y a une insatisfaction en général sur les produits des grossistes nationaux. Et la quatrième gamme dont on va parler plus tard, où c'est souvent insatisfaisant en termes de qualité, ce qui se fait en national et on a des acteurs locaux qui sont capables de faire vraiment la différence. Et on apprend en fait avec vous, je me rappelle d'un exemple avec le GCS Restauration qui témoignera plus tard, mais on livrait des oranges bio en hiver. Et il y a une fois, ils nous ont refusé une livraison, et puis on s'est rappelé. Et en fait, les oranges étaient beaucoup trop grosses, donc elles passaient pas sur les plateaux. À l'hôpital, comme les plateaux, ils sont mis les uns sur les autres sur des échelles. Et en fait, elles étaient tellement grosses que c'était plus possible de mettre les plateaux les uns sur les autres. Et voilà. Et grâce à ça, on a retravaillé le calibre. On s'est dit, ok, aucun fruit de plus de 7 cm de diamètre. Et on apprend aussi avec vous, on adapte nos offres et nos produits. Et c'est aussi ça qui est super chouette. Donc, il doit manquer une petite slide sur la partie. Bon, c'est pas grave, je vais le présenter comme ça. Ah oui, là. Ouais, c'est ça. Ça marche sur le projet potage 100% bio local. Du coup, j'ai introduit un peu les témoignages suivants. On voulait vous donner un exemple concret de projet qu'on a mené avec donc le GCS Restauration des hôpitaux Nord-Drôme et la légumerie AB et Pluche. C'est un projet qui a beaucoup de sens et qui a demandé pas mal de travail. C'est, je pense, 2 ans de travail de plusieurs structures en coopération. Mais ça a vraiment porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, c'est 600 à 700 kilos de légumes biolocaux 4e gamme qu'on livre par semaine et c'est pérennisé par un marché public, donc potentiellement sur plusieurs années.
Et ça a un impact important sur les producteurs et les transformateurs locaux, avec des embauches, des débouchés rémunérateurs et pérennes, une agriculture durable bio. Un impact sur les convives aussi, mais voilà, Alexandra en reparlera sûrement ensuite, sur la santé et la satisfaction des convives, comme le disait bien aussi Véronique dans le témoignage précédent. Et cette démarche a permis aussi de s'étendre à d'autres hôpitaux du territoire qui, grâce au marché public, bénéficient des produits et de l'expérience aussi, du retour d'expérience, et on poursuit ce projet-là. Donc c'était une imbrication entre les producteurs bio locaux. Par exemple, Sébastien Patel, qui est l'un des principaux apporteurs de légumes quatrième gamme pour les hôpitaux de Romans. Et comme vous pouvez voir sur la photo, on est allé leur rendre visite avec les agents du JCS Restauration et des EHPAD pour voir vraiment la carotte dans le champ du producteur, qui est à 10 km du GCS. Enfin, on parle vraiment d'ultra local. C'est vraiment du Dromois, juste à côté de l'hôpital. Et ensuite, on allait visiter la légumerie Abbé Pluche, et du coup, on a vu vraiment toutes les étapes jusqu'à la carotte coupée en rondelles ou en bâtonnets, prête à être transformée en potage. Donc c'est vraiment concret avec des producteurs locaux. Donc la légumerie Abbé Pluche, qui elle s'occupe de la transformation et de la livraison. La plateforme Agricourt, nous on a plus un rôle organisationnel et de prise de commande, SAV, facturation, la réponse au marché public. On n'intervient même pas au niveau logistique en fait pour réduire les coûts. C'est vraiment la légumerie qui livre directement l'hôpital pour réduire au maximum le coût et optimiser la logistique. Et puis il y a eu un rôle important aussi d'Agri-Biodrome qui a accompagné le GCS Restauration et le GHT dans ce projet, notamment pour l'écriture du marché public, qui était quand même une étape importante et pas évidente. Via l'appel à manifestation d'intérêt du département de la Drôme. Et là aussi, le département a été quand même un soutien important dans ce projet. Et globalement, le département de la Drôme a investi dans le bio local, en restauration, parce qu'ils ont compris que ça avait un vrai impact sur le territoire et que ça valait la peine. Et aujourd'hui, les collèges de la Drôme sont à plus de 50% de bio dans les assiettes et 30% de local. Donc quand tout le monde y met de l'énergie et de la volonté, et puis voilà, les moyens aussi qui vont avec, ça peut être très satisfaisant. Donc bravo aux équipes du GCS qui ont mené ce projet, et c'est aussi beaucoup dû à des volontés individuelles, à Abbé Pluche, merci à Agribiodrome et puis au département, et puis on espère que ça va inspirer d'autres structures. N'hésitez pas à nous recontacter ou à aller voir sur le site du réseau Manger Bio pour trouver la plateforme proche de chez vous pour demander des infos et voir si ça peut correspondre à vos besoins. Merci. Et du coup, voilà, c'était une introduction sur les prochains témoignages. Donc, Alexandra, si tu veux bien prendre la parole. Donc, Alexandra Bonhomme, qui est diététicienne au GCS Restauration Nord-Drôme, donc qui est la diététicienne des hôpitaux qui ont travaillé avec Agricourt dans le cadre du développement du produit de potage quatrième gamme en bio et local. Si je peux te laisser peut-être présenter un peu le GCS et parler du produit et du coup des résultats des résultats pour les hôpitaux et pour les convives. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez, j'espère que ça fonctionne bien, oui, ok. Merci à Rachel parce que tu as déjà pas mal amorcé le témoignage que je vais faire sur le GCS et la collaboration qu'on a pu avoir depuis ces nombreuses années. Voilà. Nous, en fait, c'était une collaboration initiale avec Monsieur Soyer, qui est l'ingénieur de la cuisine centrale, de pouvoir d'avoir une volonté institutionnelle à concilier à la fois l'amélioration de l'offre alimentaire pour les résidents, surtout des EHPAD qui sont là toute l'année, que ce soit au niveau gustatif ou au niveau nutritionnel. C'était aussi de valoriser le métier des agents de la cuisine, puisque on fabriquait plus le potage depuis très longtemps, et c'était aussi évidemment en 2020-2021 de répondre aux obligations de la loi Egalim. Donc la définition du projet a été portée sur l'internalisation de la production d'un potage à 100% bio et avec de l'achat local au profit des résidents des EHPAD particulièrement. Donc le besoin, on l'a défini sur du légume bio local qu'on pouvait avoir toute l'année,
en fonction de la saisonnalité, évidemment. C'est pour ça que nous, on a créé 3 recettes qui correspondent à l'hiver, l'été et le printemps, en fonction des légumes qu'on pouvait avoir toute l'année. Et évidemment, on a dû aussi s'adapter à des contraintes un peu techniques et logistiques au vu des volumes, de notre conditionnement, qui peut être très différent d'un secteur à un autre ou d'un établissement à un autre. Voilà. Le sourcing à l'époque s'est fait avec la rencontre de producteurs, des représentants de légumeries et des fournisseurs. On a aussi échangé sur nos souhaits, nos contraintes, les ambitions de collaboration qu'on avait. En particulier, c'est vrai que M. Soyer avait fait pas mal de démarches de ce côté-là. On a en 2020-2021 fait une expérimentation, donc on a dû nous caler les recettes en fonction des saisons, caler le process aussi, puisqu'il y a eu aussi l'achat d'un pasto cuiseur refroidisseur qui a pu permettre de faire ce potage aussi, puisque c'est vrai que c'est des volumes qui sont assez conséquents. On est à peu près à 600 rations de potage tous les jours. L'organisation évidemment des commandes, des approvisionnements, tout en prenant compte, comme je vous l'ai déjà dit, des saisons. On a fait une communication. Alors, je voulais afficher une petite, je voulais vous montrer la petite affiche. Je ne sais pas si c'est possible, Maëlle, de partager ou pas. Non, c'est pas possible. Hein. Je sais pas, Valentin, est-ce que Si c'est on peut le possible faire. ou pas? Ouais, Oui, j'arrête ok. mon partage et là, normalement, c'est possible de partager de nouveau. Bouton Euh, partager ou share, c'est. Alors, attends, j'ai fait partager. Bon. Alors, c'est dommage parce que je vois pas la fiche que j'ai mis. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, je voulais vous la montrer parce que elle n'est pas là non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Je voulais vous montrer la fiche qu'on avait créée pour créer la communication auprès des services. On avait fait des photos donc des légumes, comment on les reçoit, comme vous l'a dit Rachel tout à l'heure, on les reçoit en sachet, déjà coupés, épluchés, fait en bâtonnet comme on le souhaitait, et après on avait fait des photos de cuisson dans le pasto cuiseur, voilà pour montrer comment le potage allait être fabriqué au sein du GCS et pour sensibiliser un peu les résidents évidemment à cette nouvelle offre et aussi les familles, hein, puisque et les soignants bien sûr, mais c'était avoir une communication un peu frappante pour bien arriver à amorcer ce potage qui était quand même une réinternalisation chez nous. L'évaluation du global, elle a été faite via des audits. On a fait des questionnaires de satisfaction. Évidemment que le potage rencontre un franc succès, Rachel a pu le dire tout à l'heure, auprès des résidents. Hein, c'est vraiment ce qu'ils apprécient le plus. On sait que le potage est quand même au niveau du repas, surtout du dîner, c'est le produit phare, on va dire, du repas. Donc souvent, les résidents, bah, ils mangent un potage, un fromage, un dessert, et c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est important, un potage bon, avec des bons produits. C'est vrai que c'est bien mis en avant par nos services d'EHPAD. En plus, on a essayé d'apporter suffisamment de matières grasses pour essayer de mettre quand même des calories dans ce potage, puisque souvent, c'est la seule chose que certains résidents consomment le mieux. Donc ensuite, au niveau de tout ce qui est ce qui s'est passé après pour essayer de donner un cadre réglementaire aux achats, ben ça c'est plus Monsieur Soyer qui s'en est occupé avec l'aide précieuse de Rachel. Donc je vais être un petit peu moins à l'aise, j'allais dire, puisqu'ils ont essayé de faire une expérimentation auprès d'autres établissements du GHT et de faire vivre donc le projet de façon durable le projet alimentaire territorial, le PAT. Donc là, il y a eu une communication auprès des établissements. Alors là, c'est vrai que je laisserai peut-être plus Rachel m'aider parce que j'étais pas trop dans ce projet-là, mais l'objectif c'était quand même de faire un marché avec la fonction un marché alimentaire avec la fonction achat du GHT et de pouvoir pour notre part, déjà rentrer dans
dans un cadre réglementaire, et d'autre part de pouvoir élargir aussi la gamme des produits, la 4e gamme, puisque nous, après, ça a permis, grâce au marché, d'aller sur de la carotte râpée, du céleri râpé, du chou blanc, du chou rouge. Voilà, on a vraiment, depuis un an et demi, développé la gamme avec Agricourt, et donc avec la légumerie qui nous prépare tous ces légumes bio. Voilà, je ne sais pas après si Rachel voulait rajouter quelque chose par rapport à la fonction achat du GHT, mais c'est vrai que moi j'ai moins été dans les petits dossiers de tout ça, donc je suis un petit peu moins à l'aise. Voilà, je crois qu'il y a aussi notre pourcentage de bio qui est, j'ai redonné ça à Maëlle ce matin, à 11% de bio en 2024. Je pense que sur cette année 2025, on va être à peu près pareil, puisque au vu de l'inflation que nous avons eue et des augmentations de prix, nous avons dû renier sur certaines choses. Donc, je pense qu'on ne sera pas bien plus haut. Et voilà ce que je peux vous dire sur l'expériment, enfin sur tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, 2021 au niveau du GCS. Merci. Du coup, on a un dernier témoignage sur ce sujet-là. C'est Vincent Rosé, qui est président de la légumerie dont on a parlé, en fait, qui faisait partie du projet. Et il va, enfin, s'il est bien là, je vais lui laisser la parole pour qu'il parle un petit peu de l'importance de ce projet pour la structuration de la légumerie et des implications en fait qui ça a eu pour l'entreprise. Tout à fait, je suis bien là, je te rassure. Super. Donc en effet, je suis Vincent Rosé de la légumerie Abbé et Pluche. Simplement, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une légumerie conserverie? C'est donc une entreprise pour la légumerie qui va faire en sorte de mettre à disposition des sites de restauration collective des légumes prêts à l'emploi en cuisine. Et notamment en 4e gamme, ça veut dire qu'ils restent crus. C'est une entreprise Abbé et Pluche qui a maintenant 13 ans et qui a été montée sur le constat qu'il y avait beaucoup de sites de restauration qui ne disposaient pas de légumerie en propre, donc pas de possibilité de recevoir des légumes directement issus de leur territoire. Et bien souvent, la solution dans ces cas-là, c'est le surgelé. Et nous, on avait envie, dans notre approche, de participer à la relocalisation de l'alimentation. Et donc, on a monté cette entreprise. Et donc, aujourd'hui, chez AB+, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Et ça veut dire que cette année, on va faire à peu près 220 tonnes de légumes, donc qui sont crus toujours, mais qui sont lavés, épluchés, découpés, conditionnés. Alors, soit sous vide pour, par exemple, la pomme de terre, le céleri rave ou même le râpé, ou soit simplement en sachets plastique de 5 ou 10 kilos. Et on verra tout à l'heure, mais on a une gamme importante puisqu'on transforme 25 légumes différents tout le long de l'année. On a également une activité de conserverie, c'est-à-dire qu'on cuit des légumineuses et des céréales pour une facilité d'emploi sur les sites de restauration collective. Et cette année, en 2025, ce sera 33 tonnes de légumineuses et de céréales qu'on aura cuit pour les sites de restauration collective. Donc vous avez bien compris, nous on est un maillon pour permettre l'écoulement des produits issus d'un territoire. Je ne l'ai pas dit, mais 95% des volumes sont faits en bio et on a environ 100 fournisseurs, donc des maraîchers, des légumiers et des paysans céréaliers qui nous font les légumineuses. Donc les légumineuses, vous connaissez le pois chiche, la lentille et tous les types de haricots, haricots rouges, haricots coco, flageolets. 100 producteurs dont et sur le territoire, on est basé nous en Isère et on vend nos produits et sur l'Isère et sur la Drôme et à peu près 80% de nos légumes viennent de ces deux territoires, de ces deux départements, de l'Isère et de la Drôme. Et bien souvent, quand on doit aller se sourcer sur des légumes
hors de cette zone-là, c'est parce qu'à un moment arrive le mois de mai ou le mois d'avril, selon les années, et tout d'un coup, on trouve plus du tout de carottes bio issues de notre territoire. Et à ce moment-là, on va en chercher plus loin, mais c'est toujours un approvisionnement France. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble de la gamme de légumes qu'on fait, avec, on peut dire, dans le classement, les pommes de terre qui représentent 25%, les carottes qui représentent 25%, et puis à nouveau 25% entre courges, courgettes, poireaux, et puis le reste fait à nouveau 25%. Tous les autres légumes font 25%. Et puis, vous avez sur la droite, dans le petit encadré, l'ensemble des coupes qu'on fait. Voilà, Madame la diététicienne des hôpitaux du nord de la Drôme a bien spécifié que pour eux, ce qu'ils voulaient, c'était la forme bâtonnet. Voilà, donc on a bien sûr cette forme bâtonnet et chaque client a ses spécificités. Euh, En ce qui concerne l'intérêt pour nous de ces volumes qu'on a pu faire, qu'on fait avec les hôpitaux du nord de la Drôme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les volumes qu'on va faire en 2025, c'est 33 tonnes de légumes quatrième gamme qui sont issus tous de la Drôme. On a vu tout à l'heure une photo qui était prise chez Sébastien Patel. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser, c'est que chaque poche de légumes, forcément, il y a une étiquette et sur l'étiquette, il y a le nom du producteur. Ça veut dire que les équipes en cuisine ont l'information d'où a été le produit et donc, où a été produit le légume. Et donc, nous, les légumes qu'on livre aux hôpitaux du nord de la Drôme, on fait en sorte qu'ils viennent de la Drôme dans la mesure du possible. Voilà, donc on est vraiment dans une dynamique de refaire du lien entre acteurs d'un territoire pour relocaliser l'alimentation. Et c'est pas que économique en fait, ça a aussi beaucoup de valeur et pour tous les acteurs de la chaîne, mais notamment les cuisiniers et les convives, de savoir que là, en l'occurrence, on parle de légumes pour faire la soupe, mais ça peut être pour des fruits, des produits laitiers, de savoir que les produits qu'ils ont sur leur plateau viennent d'un territoire qu'ils habitent depuis longtemps et potentiellement de fermes qu'ils connaissent. L'intérêt aussi pour nous, légumeries, qui sommes beaucoup axés sur le scolaire, c'est que l'activité en hôpital, en EHPAD, c'est une activité qui est forcément toute l'année et donc qui est lissée sur toute l'année. Et nous, ça nous permet de maintenir une activité conséquente pendant la période estivale et c'est important pour nous. Et puis, moi, je suis très ému même de pouvoir aujourd'hui vous faire part de cette expérience parce que c'est un des plus beaux, des plus belles réussites de me dire que on n'était forcément pas les seuls à l'œuvre, mais qu'on a participé à faire en sorte de modifier le vécu des résidents des EHPAD qui goûtent, qui se nourrissent de ce potage tous les jours et de se dire que on a permis cette relocalisation et cette regain de qualité au produit essentiel qu'est le potage et ce qu'a dit la diététicienne sur un plateau d'un résident. Donc, c'est très partagé chez nous en interne aussi pour les équipes. C'est souvent l'exemple qu'on donne. On dit, vous vous rendez compte, on participe à ça et toutes les semaines, on livre 600-700 kilos de légumes pour faire les potages des hôpitaux qui vont nourrir les résidents des EHPAD. Et ça, c'est une grande fierté pour nous aussi. Donc, que du positif dans cette opération. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, ce qu'on voulait montrer avec ces témoignages, c'est que vraiment, déjà, enfin, les produits bio, ils peuvent évoluer. Donc, les gammes, on a besoin de vous pour travailler les produits, pour qu'ils soient utiles à vos établissements. Et ensuite, le médico-social, c'est des volumes d'achat qui sont intéressants pour avoir un poids sur le territoire. Donc, c'est vraiment un bon exemple qui ouvre la porte
à d'autres projets. Enfin, on va dire que la création de ce produit-là, il va pouvoir être bénéfique à d'autres établissements, il va pouvoir permettre le développement de nouveaux produits. Enfin voilà, c'est vraiment une économie territorialisée qui, qui inclut les secteurs médico-social, enfin médico-social et sanitaire du coup. Voilà, donc on a encore nos intervenants qui sont là. Donc si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions. Oui, bonjour. Je ne sais pas si Bonjour. vous m'entendez. On est l'association du Bon Accueil. On avait quelques questions à poser. Donc, je m'excuse, j'ai pas retenu son nom de famille. Donc, à Dominique, la directrice de l'EHPAD. On avait À des questions Véronique. sur Véronique, pardon, sur Pas de souci. le coût de ces denrées là, donc les 6,25 €. Est-ce que ça inclut seulement les journées résidents ou est-ce que ça inclut également les repas servis aux professionnels? Euh, Ah, alors, on est en moyenne à 6,25 € juste sur le coût d'achat denrées du petit déjeuner à la tisane le soir, en passant par le verre de vin ou l'apéritif le dimanche, hein. C'est vraiment tout globalisé. Et après, sur un coût donc ça c'est coût l'achat denrées. Et sur le coût de revient d'une journée alimentaire, on est à, je crois, à 10,60, 10,63. Parce que du coup, là, vous nous avez présenté aussi le chiffre de 65 000 € annuels, donc Ouais. redistribués sur le territoire. Donc ça, c'est votre budget alimentation pour l'année, les 65 000 €. Voilà, alors on n'est pas sur on n'a pas encore l'expérience d'une année globale civile, donc mais c'est le budget qu'on s'était fixé. En tout cas, parce que vous savez, il y a toujours une part du budget qui part. Bah, on oublie on a nos résidents, ils ont entre 62 et 97 ans. Ils ont l'habitude, par exemple, de manger des biscottes. Bien sûr qu'on va acheter des biscottes pour leur petit déjeuner. Voilà. Donc on a encore cette petite part. Il y en a il y en a un ou deux, ben, le sucre complet, ça ne passe pas, donc on brusque pas, on s'adapte, des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Parce que du coup, sur un budget de 65 000 € annuels pour 25 résidents, bah, moi, je trouverais plus sur le 7,12 € par jour plutôt que 6,25 en fait. Donc, c'était ma question de savoir Alors, c'était nous, on bien s'est que donné ce les... budget-là. On s'est donné ce budget-là. Quand je vous ai parlé des 6,25 €, j'ai pris la moyenne depuis le mois de janvier, hein. J'ai pas pris octobre parce on n'était pas certaine d'avoir toutes les factures, mais j'ai fait une moyenne des achats alimentaires depuis le mois de janvier. D'accord. Non, c'est que les résidents. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, on se posait la question aussi de vos effectifs au niveau de la production pour la cuisine. Du coup, combien il y a de chefs au niveau de la structure? Alors, il y a un seul poste de cuisinier qui travaille du lundi au vendredi, qui ne travaille pas les week-ends, sauf un ou deux samedi ou dimanche où on fait la fête des familles, où on a des événements. Et là, on lui demande, bien sûr, mais il le fait lui-même, de sa participation. Du coup, il est là 7h50, enfin 7h30 par jour. Et il y a une aide en cuisine le jeudi matin et le vendredi matin, parce que il arrive le matin, il fait le repas pour le midi et il fait un repas pour le soir qui est refroidi et réchauffé par l'équipe le soir. Et idem pour les week-ends. Ok, Donc le donc jeudi et le vendredi, ils préparent pour le samedi et le dimanche. Et du coup, là, il y a une journée double, on va dire. Mais du coup, il a une aide en cuisine le jeudi et le vendredi matin. Il y a des semaines où je trouve personne, hein, pour l'aider. Donc, on alterne. Alors, quand j'ai une équipe qui est vraiment au complet, bah, je mets une personne où elle se détache 2 heures pour aider le cuisinier à éplucher des légumes. Ça peut être, on prend aussi des stagiaires qui adhèrent au projet, donc elles vont voir ce qui se passe en cuisine et du coup elles donnent un coup de main. Enfin, on a une équipe de bénévoles aussi. Voilà, ça varie toutes les semaines à peu près. On a eu des services civiques aussi. Voilà, c'est pas quelque chose de fixe. Après, voilà, le lundi, mardi, mercredi, c'est tranquille, mais le jeudi, vendredi, la cuisinière, elle sait qu'elle a vraiment une très 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 grosse journée. Ouais, deux grosses d'accord. journées. Et en termes de rémunération, du coup, votre chef, il est payé au SMIC.
Alors, pas du tout. Là aussi, on a voulu valoriser parce que, comme je disais dans la slide sur le recrutement, bah, c'est beaucoup de boulot hein, de faire du 100% fait maison et puis d'avoir plein de livraisons, tout ça. Donc, elle est à 1 830 € net par mois. Alors, on est dans le Gers, hein. On est dans le Gers, donc on n'a pas les mêmes coûts qu'à Paris ou ailleurs, hein. On arrive à vivre avec un salaire décent pour le Gers. D'accord, ok, très bien. Le local évolue. Et après, si on avait une autre question, parce que du coup, on essaye aussi de respecter la loi Egalim, et c'est vrai que des fois, la difficulté, c'est qu'il y a il y a des producteurs locaux qui ne sont pas forcément bio, et pour autant, on peut Mm. être un producteur local, mais du coup, on ne rentre, enfin, il ne rentre pas quand même dans la loi Egalim, et ça, Ouais. effectivement, Mm. aujourd'hui, c'est une difficulté, quoi. Ah, je suis bien d'accord, c'est pas représentatif, c'est pas représenté le local. Pourtant, on nous demande des chiffres dessus parce que on l'a pas dit, mais ça demande du temps, hein, tous ces tableaux, hein. Moi, j'ai une collaboratrice qui s'y colle des heures pendant plusieurs, enfin tous les mois hein, pour remplir ce tableau. Donc là aussi, c'est un investissement et c'est une volonté de l'établissement. Et je comprends que des établissements disent carrément, nous, on peut pas le faire, on n'a pas le temps pour faire ça. Pour ceux qui savent pas, faut saisir toutes les commandes, hein, il est rangé dans les bonnes cases, donc voilà. Euh, Après, c'est normal qu'on n'arrive pas à valoriser ces achats locaux parce que bah, la définition du local à Paris va pas être la même que moi dans le Gers, où j'ai quelques producteurs autour de chez moi. Et Florence a plus de maraîchage que la ville dans le Gers de Florence a est entourée de maraîchers, tandis que moi j'en ai moins, mais par contre je vais avoir plus d'autres choses. Enfin, chaque territoire a sa propre définition du sens du local. Et d'ailleurs, c'est important de le définir dès le début du projet. Mais oui, c'est pas valorisé, je suis bien d'accord. Après, nous, on achète tout ce qui est possible sur notre territoire, mais il est hors de question. Vous voyez, la dernière fois, ma cuisinière me dit, mais tu sais, je suis allée sur le marché, enfin, les résidents vont sur le marché et ils ont vu des mangues avec elle. Et elle me dit, c'est pas local, mais il y en a qui n'ont jamais mangé. Bah, bien sûr qu'on va acheter des mangues, bien sûr qu'on achète du chocolat, bien sûr qu'on achète du café. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on le prend le plus respectueux des hommes qui le produisent, des producteurs et du territoire où il est produit. D'accord. Et en termes de prix de journée, du coup, pour les résidents, vous êtes à combien pour un EHPAD, pour l'EHPAD? Alors, on est pour une chambre, alors j'ai plus les centimes en tête. Si, on est à 63,44 € Alors là aussi, hein, c'est des prix du Gers. On est à moins de 2 000 € par mois pour un hébergement, pour le repas, les soins, l'animation, la lingerie aussi, la blanchisserie. On fait partie des EHPAD les moins chers du Gers. Euh, voilà. Mais on est à l'équilibre. Et ça, c'est important de le souligner aussi parce que moi, quand j'ai repris cet EHPAD, on m'a tout dit, oh là là, mais t'arriveras jamais. En effet, je suis arrivée, on était à moins 88 000 €. Hein. Bah, l'année 2024, où on a internalisé les repas, on a fait des investissements, on a fini à 17 000 €. Donc, c'est possible, honnêtement. Par contre, il faut sans arrêt, j'ai envie de dire, se poser les bonnes. Enfin, bien sûr que tout le monde se pose les bonnes questions, mais il faut sans arrêt faire attention aux dépenses, à équilibrer, à voir ce qui est important. On a une équipe de bénévoles qui, quand il faut refaire une chambre, bah, elle est là. Comme ça, moi, ça m'évite de faire des dépenses. Enfin, voilà, c'est toujours ce jeu de réflexion. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on a le temps encore pour une autre question? Je vois une main levée. Solène Oui, Malpel. oui, bonjour. Je suis avec les étudiants de la licence pro agriculture bio conseil et développement. On avait une petite question, Véronique, sur l'évolution du gaspillage alimentaire entre le avant et le Mm, après, et est-ce que ça avait été quantifié, enfin, économiquement? mm. Ouais. Bonjour Solène, je suis Bonjour. ravie de vous voir, enfin de Oui. vous entendre en tout cas. Alors, avant l'internalisation des repas, on a estimé le gaspillage alimentaire à 40% en moyenne sur 3 semaines.
Voilà, mais en même temps, c'était des menus qui n'étaient pas adaptés, qu'ils n'avaient pas choisis, ou ils n'étaient pas acteurs, et c'était pas bon. Donc voilà, pour moi, ça m'a pas étonné. Et aujourd'hui, on l'a fait que sur 10 jours, on était à 7% de gaspillage alimentaire. Mais attention, pourquoi? Parce que on garde tout en cuisine, en fait. Voilà, encore une fois, hein, on n'a pas des couloirs et des couloirs à traverser, hein, pour servir des assiettes. On a juste un petit chariot où on pose nos gastros. La salle à manger, elle est juste à côté de la cuisine, donc c'est notre contexte qui nous aide. En ça, c'est un vrai levier. Mais du coup, ben, on envoie que ce qu'il faut, le juste ce qu'il faut, quitte à revenir aller chercher les plats, parce qu'encore une fois, c'est pas très loin. Et du coup, ben, on limite le gaspillage alimentaire. Et on a un cuisinier bah, voilà, qui cuisine les fans de carottes, les fans de radis cette semaine, qui est très inventif et qui arrive enfin, à refaire un repas. Le lundi, par exemple, il prévoit pas trop rien. Il sait pas ce qu'il va faire le lundi à matin à 6 heures parce qu'il regarde ce qui reste du week-end. Et comme on est à moins de J+3, bah, il recuisine, il réaménage et tout ça. D'accord, merci. Avec plaisir. Ouais, par rapport à ça, je me disais, est-ce que Oui, alors quelle heure est-il? Léa, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour, c'était aussi une des questions pour Véronique. Merci beaucoup pour votre témoignage, ça met du baume au cœur, ça prouve que c'est possible, donc super. J'avais deux questions, une par rapport au CNO. Est-ce que, enfin, vous nous avez parlé des traitements laxatifs, enfin, vous n'en utilisez plus. Est-ce que par rapport au CNO, il y a eu aussi une différence suite à la mise en place de ce projet, enfin, ce qu'il y en avait d'utilisé avant et est-ce que vous avez vu une différence? Et ma deuxième question, ça sera plus par rapport au niveau enfin, par rapport au personnel de cuisine. Que faites-vous quand votre cuisinier est absent? Enfin, est-ce que c'est déjà arrivé? Et enfin, parce que ça pose toujours la question quand dans les petites cuisines, d'avoir qu'un seul personnel qui peut assurer la préparation. Vous avez posé la bonne question. Alors déjà, les CNO, oui, il y en avait. Bon, bah voilà, hein, je ne sais pas si vous avez déjà tous goûté un CNO, hein, ils n'étaient pas très très bien consommés. Voilà. Nous, on fait de l'enrichissement maison avec des blancs d'œufs, de la crème, du beurre. Alors, je tenais à dire que pour la petite histoire, c'est que tous les résidents ont pris à peu près 2,5% du poids de leur corps, mais les salariés aussi. Donc voilà, et même quand on est diététicienne, bah voilà, on peut subir la bonne alimentation. Non, mais voilà, c'était pour rigoler. Et ensuite, la question, c'était alors quand ma cuisinière est absente, j'ai une autre cuisinière qui travaille dans un autre restaurant, qui est responsable d'un autre restaurant qui peut nous faire de temps en temps. Après, sinon, c'est moi et le président parce qu'on aime tous les deux cuisiner. On travaille beaucoup. Lui, c'est aussi le maire du village. Donc, on cuisine beaucoup pour notre village, pour les fêtes. C'est toujours nous deux qui y collons. Donc, on sait faire aussi quand la cuisinière est absente. Voilà, on a un petit réseau. Et puis, encore, bah, voilà, le plus souvent, c'est la cuisinière, c'est l'autre cuisinière. Et là, on a eu un arrêt maladie. Bah oui, on a le droit d'être malade, hein, bien sûr, tout le monde. Et du coup, je m'y suis collée pendant une semaine. Et j'avoue que j'ai une équipe, mais là aussi, c'est encore ce modèle familial qui porte ça aussi. Bah, j'ai mes collègues qui sont venus m'aider, qui ont fait d'autres choses à côté pour me soulager. Enfin voilà quoi, on travaille un peu en famille, donc on se débrouille toujours. Vous voyez, on est tombé juste avant Noël, un four tout neuf, hein, je suis folle de rage contre eux, mais en panne. Donc j'ai lancé un message sur le groupe du village en disant voilà, on est à l'EHPAD, on n'a plus de four, et on m'a livré presque 3 fours dans la journée, alors des prêts, hein, mais voilà. Il y a aussi ce réseau d'entraide qu'on peut peut-être trouver, alors sûrement en ville, mais en tout cas, nous, dans notre ruralité, c'est ça qui nous donne du baume au cœur. Et du coup, voilà, ça se fait très bien et ça fonctionne. Et quel plaisir! Et est-ce que c'est pas nécessaire d'aller un peu en cuisine quand on est directeur ou autre, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'on le connaît ces postes, mais les vivre, c'est quand même autre chose, quoi. Donc moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Bravo, merci.
je vois plus d'autres questions. Valentin, je te laisse conclure. Oui, bah, merci beaucoup pour tous les témoignages. Je vous repartage rapidement une slide. En fait, aujourd'hui, il devait y avoir également un autre webinaire sur un sujet qui nous intéresse, donc organisé par Nona et CapVJ. Ils ont décalé leur date et on les remercie. Donc voilà, vous pourrez continuer à explorer ce sujet. Donc ce sera l'an prochain, ce sera le 29 janvier à 14 heures et je vous enverrai le lien d'inscription, en tout cas le lien pour avoir toutes les informations dans le mail que je vous ferai partir d'ici quelques jours avec le lien de replay de ce webinaire-là, ainsi que la présentation qui aura été diffusée aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour d'avoir suivi alors, ce webinaire-là et peut-être les autres, si vous étiez là depuis début octobre quasiment. C'était un plaisir de pouvoir porter ces sujets. Et alors vous, individuellement, vous ne le voyez pas, mais on a vu dans la liste d'inscription des gens de toutes les régions avec des fonctions très diverses dans les établissements, mais aussi dans les collectivités territoriales, dans des associations. Et c'est très intéressant de voir que ça mobilise autant de monde. Donc, on espère garder contact avec vous. Et puis, je vous remettrai toutes les informations nécessaires et essentielles dans le mail que je vous enverrai d'ici quelques jours. Donc, un grand merci et puis à très bientôt.